C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne African Podcast TV, dans son émission Africa View Débat. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines, politiques, économiques, historiques, culturels, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter M. Mario Pedini. Il est le directeur du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Merci, bonjour. Merci beaucoup. Monsieur, nous allons parler de l'industrialisation de l'Afrique. Vous savez, c'est quelque chose qui est très important. Vous savez, l'Afrique a des matières premières, mais la plupart de nos matières premières sont exportées. Vous avez vu, on n'a pas mis des systèmes en place pour que notre matière première soit transformée en Afrique. Mais avant tout, d'abord, monsieur, parlez-nous de votre rapport avec la collaboration de l'Union africaine. Qu'est-ce qui est dans ce rapport? Parlez-nous de ce rapport, s'il vous plaît, monsieur. En quelque sorte, bonjour, c'est les problèmes que vous êtes en train d'évoquer. C'est-à-dire, on a eu un développement très significatif de l'Afrique. Si on prend le continent en tant que tel, c'était la deuxième zone avec des forts taux de croissance dans le monde. La première étant l'Asie, qui entre 2000 et 2018 a eu des taux de 7,8. En Afrique, c'était 4,4 tous les ans, ce qui est important. Bien plus qu'en Amérique latine, où on était autour de 2%. Et bien plus que les pays de l'OCDE, disons, qui ont eu effectivement difficulté à sortir et ils ne sont pas vraiment sortis de la crise du 2008. Donc l'Afrique a été longuement une locomotive. Elle pourrait l'être encore, mais c'est évident que les impacts directs et indirects de la crise du Covid rendent ça bien plus difficile. Donc, on s'est posé la question, comment ça pourra se faire la récupération? Et en quelque sorte, une récupération qui ressoude aussi par des enjeux et des goulots d'étranglement qui existaient avant la COVID. Et principalement, entre ces enjeux du développement, il y avait l'industrialisation que vous venez de nommer. Alors, quoi faire? C'est particulièrement important pour plusieurs raisons. Donc, je résume. La première est, parce qu'il n'y aura pas récupération globale s'il n'y aura pas aussi récupération en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Donc, c'est indispensable pour tout le monde. Deux, parce qu'on sait qu'un trait important en Afrique est utile. Entre autres, c'est l'augmentation de la population. Mais afin d'absorber la population jeune qui rentrera en société entre maintenant et 2050, il faudra bien, entre autres, je ne dis pas que l'inclusion c'est seulement économique, mais entre autres, il faudra prévoir des emplois. Et d'où viendront ces emplois? Ils viendront des ressources naturelles, comme vous avez dit, de l'industrialisation ou d'autres sources. Voilà, ça c'est la vraie question. Bien, on va parler du Covid-19. Comme vous l'avez si bien mentionné, vous savez, cette crise, cette pandémie quand même a tellement affecté l'économie mondiale, mais d'une part l'économie africaine. Mais selon vous, selon votre rapport aussi, la crise de Covid-19 est en train d'accélérer la transformation numérique en Afrique. Et comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cela, monsieur? On a vu que, compte tenu de l'exceptionnalité des conditions produites par la crise, dans tous les pays, les étudiants, ils ont recouru à l'ordinateur pour pouvoir continuer leur activité. Les activités économiques qui avaient la chance de pouvoir pratiquer le téléworking, ils l'ont mis en place. Ça a été bien plus compliqué par des activités comme les activités à contact humain, donc la restauration, les services à la personne en général. Mais voilà que ces facteurs ont fait qu'il y a eu un grand avancement dans les activités reliées au digital. Bien, c'était pas seulement avec la crise. Je rappelle que l'Afrique a 450 millions de comptes bancaires mobiles. Donc cela, ça s'était déjà produit en passé. Et le digital permet effectivement pas mal de leapfrogging, comme on dit, c'est-à-dire de sauter des étapes afin de pouvoir se développer.
La Covid va accélérer les choses aussi parce qu'en Afrique, beaucoup de marchés, en incluant les marchés de la nourriture, sont basés sur les contacts directs. Et donc, c'est encore plus compliqué si on veut. Je dirais aussi que les souvenirs de la crise d'Ebola et autres crises ont fait qu'en Afrique, on a su utiliser davantage les outils digitaux pour faire face aux situations complexes. Cela dit, est-ce que le secteur digital en soi, ça sera le cheval sur lequel on peut monter pour récupérer? J'ai des doutes parce que quand on regarde les principales entreprises digitales en Afrique, elles emploient environ 300 000 emplois dans des pays où ils sont localisés, où il y a en vérité 9 millions de jeunes. Et donc, ils représentent en soi-même une petite partie de la nécessité de postes de travail à créer. Il faudra donc se confier plutôt à l'utilisation du digital dans l'ensemble des secteurs. Ça sera bien plus tard. Donc, on va parler aussi, vous savez très bien que d'une part, l'Afrique a des problèmes concernant l'alphabétisation du digital numérique. Donc, selon vous, quelles sont les mesures à mettre en place pour changer ce système, pour permettre aux Africains d'avoir des expériences concernant l'alphabétisation digitale? D'abord, permettez-moi de faire un petit commentaire sur la question qui me semble très appropriée. Moi, j'ai pas mal de cheveux blancs et j'ai déjà vécu des crises similaires. Je vivais dans une région très spécialisée dans la mécanique à l'époque où le contrôle numérique est arrivé. Donc, il s'agissait d'utiliser pas vraiment les boulons et la trigonométrie, mais plutôt l'informatique afin d'avoir des machines à contrôle numérique. Et dans la région où j'étais, on produisait Maserati, Ferrari, Lamborghini, donc disons que les capacités mécaniques étaient très fortes. Mais il manquait cet aspect dans le patrimoine de savoir de la région. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait, par exemple, penser de mettre fin à l'activité industrielle, c'est dédié à autre chose? Ce sont des choix très compliqués et aller le long de ce chemin est très difficile. Donc, on a essayé en toutes sortes de trouver des solutions alternatives. Il y a eu deux questions qui se sont affirmées fondamentalement. Un, vous l'avez mentionné, l'alphabétisation. Et l'autre, le support aux petites et moyennes entreprises. Alors, pourquoi alphabétisation? Quand il s'agit d'une nouvelle langue, comme c'est le digital, soit tout le monde y la parle, soit tout le monde dans une économie est capable d'interagir avec l'autre parce qu'on parle la même langue, soit en vérité, on ne sortira pas d'affaire. Voilà donc que l'alphabétisation est une condition indispensable auquel l'ensemble donc de la société, de l'économie locale puisse faire le saut. Ça ne suffit pas qu'il y a une ou deux entreprises particulièrement avancées, capables, qui sont bien évidemment également indispensables, mais il faudra aussi que tout le monde puisse avoir accès. Et là, les difficultés sont significatives. Vous demandez les mesures. Mais il y a de fortes distances et inégalités entre genres, par exemple. Souvent, ce sont les femmes qui ont une connaissance plus poussée que les hommes dans le domaine. Il y a de fortes différences territoriales. Les zones rurales ont un accès qui est à peu près un tiers de celle qui aujourd'hui est possible en Afrique dans les zones urbaines. Et il y a bien évidemment des différences sociales et des revenus très importants. Et donc là, les mesures à faire sont bien évidemment des investissements en infrastructure et garantir l'accès à la digitalisation le plus étendu possible. Probablement, cela, ça va demander aussi pas mal d'investissements spatiaux, je veux dire, à travers les satellites et à travers des mécanismes qui permettent de réduire le temps qu'il faut au câble. Mais il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas oublier, à côté de l'alphabétisation. Les petites et moyennes entreprises constituent la force de l'économie africaine. Et souvent, il s'agit des petites entreprises informelles. Et comme c'était le cas dans le contrôle numérique dans ma région, les entrepreneurs étaient très compétitifs, très productifs, très capables de bouger et d'adopter des innovations. Mais simplement, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était cette technologie nouvelle ou ces choses. Et il n'y avait aucune entreprise privée
qui pouvaient investir 2 ans à frapper à la porte des entreprises pour persuader l'entrepreneur à acheter leurs machines. Donc, il a fallu des politiques publiques et avoir des techniciens qui accompagnent les entreprises, qui vont dans les entreprises, qui montrent les nouvelles machines, qui les aident à les adopter. Moi, je pense que ces 2 mesures vont être indispensables. Mais maintenant, on va parler de l'industrialisation, monsieur. Donc, pensez-vous que l'industrialisation est fondamentale pour le développement économique de l'Afrique et comment? Bien sûr, je pense qu'elle est fondamentale dans tous les pays en vérité, parce que c'est la garantie pour avoir plus d'emplois et la garantie aussi pour impliquer l'ensemble de la population dans un processus de modernisation de l'économie. Maintenant, comment vous me demandez? Là, la question est importante. Parce que, regardons l'Asie. L'Asie est partie, en beaucoup de cas, prenons par exemple la Corée du Sud, des niveaux de revenus qui étaient comparables à beaucoup de pays africains aujourd'hui. Mais elle a fait des grands pas en avant. Comment ça a été possible, ce changement aussi rapide et aussi significatif? Ben, l'Asie a utilisé ses avantages comparatifs qui consistaient fondamentalement dans l'utilisation d'une force de travail à bas prix, mais avec des capacités technologiques. En Afrique, on pourrait dire, ben, l'avantage comparatif, c'est les ressources naturelles. Vous les avez mentionnées au début de cette conversation. Et effectivement, les ressources naturelles sont un avantage. Et on pourrait même penser que ça serait possible d'augmenter la quantité de mines en Afrique. Vous savez, quand vous regardez l'Australie, tous les ans en Australie, on investe à peu près $60 par kilomètre carré en exploration de nouvelles mines. En Afrique, on n'investe que $5. Donc, on peut estimer que plus d'efforts porteront plus de mines porteront plus d'activités. Et oui, mais il s'agit d'un secteur dans lequel la productivité décline dans le temps. Et donc, en conséquence, elle ne va pas nécessairement créer des emplois stables dans le temps. Alors, on peut penser en plus, c'est un secteur qui risque de cloisonner les économies dans ce qu'on appelle en termes techniques la maladie hollandaise, l'infirmité hollandaise. C'est-à-dire, un pays spécialiste devient dépendant des ressources naturelles, le taux de change remonte parce qu'on exporte, et c'est impossible à des petits entrepreneurs dans d'autres secteurs d'affirmer leur activité parce que les prix qu'ils pratiquent ne sont pas compétitifs par rapport aux importations. Donc, dans ce contexte, sûrement, les ressources naturelles peuvent représenter une ressource additionnelle, mais pas l'ensemble des solutions du problème. Alors, on peut penser qu'il y a l'échelle globale des valeurs, et là, ça suffit de se spécialiser dans une petite partie de la chaîne des valeurs pour pouvoir être en affaires au niveau global. Et oui, mais si on regarde à combien l'Afrique aujourd'hui produit des produits intermédiaires, elle en produit beaucoup plus qu'il y a 10 ans, 15 ans, mais on est toujours à très bas niveau. Il y a 15 ans, 95, l'Afrique exportait 1,4%, ou représentait 1,4% de la production des biens naturels, des biens intermédiaires. Aujourd'hui, on est à 2,2% de la production mondiale. Donc, il a fallu 15 ans pour gagner juste un petit peu. À nouveau, c'est important, c'est intéressant, c'est pas suffisant. Alors, il y a qui propose la création des zones libres sur le modèle chinois, en pensant que si nous, on peut concentrer dans une région tous les services, toutes les activités, toute la force de travail qualifiée nécessaire à faire de l'industrie, cela, ça rendra les choses plus faciles. Et effectivement, cela a beaucoup de sens. Quand vous vous baladez dans une périphérie d'une ville africaine, vous voyez des entrepreneurs qui ne sont pas du tout paresseux, qui passent toute la journée à essayer de résoudre des problèmes, à trouver des solutions et sont extrêmement actifs. Le problème n'est pas là. C'est où le problème? Le problème est que si vous allez encore une fois dans ma région où j'habitais il y a 30 ans, eh bien, en 500 mètres, vous pouviez rencontrer une expert comptable de qualité, un centre de contrôle de qualité pour les produits, un centre d'information sur les tendances des marchés. Et donc, il y a un tissu local de soutien en termes de services aux entreprises. Souvent, c'est ce qui manque en Afrique, c'est les environs des entreprises qui sont plus faibles. Et donc, une free zone pourrait permettre de se concentrer.
Mais les prisons, souvent, sont faites dans des secteurs qui n'induisent pas beaucoup de postes de travail. Et d'autre part, on ne peut pas construire beaucoup de prisons très rapidement. Mon cher ami Arkebe Okubai, en Éthiopie, a fait des efforts extraordinaires et a lancé un petit peu les exemples plus réussis de ce type d'expérience. Moi, je pense que ça sera une expérience importante, mais il faudra l'accompagner en pourvoyant des services aux petites entreprises, là où il y a une concentration particulièrement élevée des petites et moyennes entreprises. Ça serait mes idées. Bien. Donc, pensez-vous que les pays africains ont-ils la capacité de concevoir et de mettre en œuvre une politique industrielle? Alors, il faut d'abord dire que s'ils ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui, en grande mesure, c'est aussi la responsabilité des organismes internationaux, comme le mien. Pendant des années et des années, on a essayé de persuader les pays que la politique industrielle, c'était le diable. Il ne fallait surtout pas faire de politique industrielle. Ça a été une erreur. Et donc, espérons que maintenant, au moins, le contexte international se modifie et on reconnaisse qu'un pays, afin de pouvoir s'industrialiser, il faut qu'il renforce ses assets, ses métiers, ses valeurs et ses spécialités. Donc, pour cela, il faut des politiques industrielles. Et moi, je viens de parler des choses très similaires à celles que j'ai utilisées pour ma réponse précédente. Maintenant, est-ce que les pays africains, ils ont la possibilité? Dans certains cas, la possibilité est là. Donc, la possibilité pour faire des politiques industrielles, souvent, est aussi reliée à la capacité fiscale d'un gouvernement. Alors, vous voyez, si on prend de l'Afrique en général, les capacités sont très faibles. Dans les pays OCDE, à peu près 34% du PIB va en taxes et donc en ressources fiscales pour les gouvernements et pour faire des politiques. En Amérique latine, seulement 23%. Et en Afrique, seulement 17%. Mais encore, quand on sort de la moyenne et on regarde en détail, on trouve qu'en Tunisie, la capacité d'extraire des taxes sur le PIB est de 31%. En Afrique du Sud, 29%. Au Maroc, 26%, c'est-à-dire plus qu'au Chili, qui est souvent identifié comme un pays en développement qui a su faire des choses plus même, un petit peu moins maintenant avec les tensions sociales. Donc, vous voyez, il y a des pays qui peuvent le faire, autres beaucoup moins. Et il n'y a pas de doute, il faudra faire des réformes fiscales afin que les ressources soient disponibles pour faire des politiques industrielles. Maintenant, ces réformes fiscales, soyons clairs, ça serait une erreur de les faire maintenant. Augmenter les taxes maintenant, afin de réduire le déficit, ça serait une erreur, parce que ça, c'est le moment dans lequel manque de la demande agrégée. Et courir à faire de l'austérité, comme on a fait après la crise de 2008, ça c'est probablement la pire des choses à faire immédiatement. Donc, il faudra réfléchir et les mettre en œuvre au moyen terme. Dans l'immédiat, les choses à considérer sont les réformes du point de vue de la réduction de la dette à prendre en compte. Bien, monsieur, on va revenir un peu en arrière parce que je pense très bien que la plupart des pays africains, leur économie est basée sur les ressources naturelles. Par exemple, c'est le cas du Nigeria, de la Guinée-Conakry. Vous avez vu. Donc, comment changer ce système pour mettre des systèmes qui vont permettre à l'Afrique de se développer sans se baser sur des ressources naturelles? Il faut des politiques industrielles. Donc, la question, quand on prend en compte le Nigeria, est comment est-il possible qu'un pays comme le Nigeria, le plus important pays africain en termes de population, mais aussi pour l'économie et de suite, ait seulement le 7% de son propre PIB dédié aux impôts? Comment est-ce possible qu'un État fasse des politiques industrielles s'il n'a pas de ressources à utiliser pour le faire? C'est évident que ça, c'est une situation qui, dans le moyen terme, c'est intenable. Et il faudra y mettre main. Parce que si vous produisez des ressources naturelles et vous voulez davantage faire des phases aval du processus productif, tout seul, le marché n'est pas en train de le créer. Donc, il faudra qu'interviennent l'acteur public ou des acteurs publics pour les garantir.
Or, c'est évident que ça, c'est un objectif général de l'Union africaine, du NEPAD. Et je salue le travail qu'Ibrahim Mayaki a fait avec le NEPAD parce qu'il me semble remarquable, et aussi Victor Harrison en tant que commissaire aux affaires économiques de l'Union africaine. Donc, les institutions sont très conscientes de ça. Maintenant, il faut que les pays passent à l'acte et commencent effectivement à définir des projets industriels et à les mettre à l'œuvre. En beaucoup de cas, cela, ça se fait déjà, bien évidemment. Hein. Je dis que ce n'est pas probablement suffisant. Sinon, le marché, automatiquement, ne fera que pousser davantage à la spécialisation dans les ressources naturelles. Bien. Et à la dépendance. Bien. Donc, quel est le rôle de l'industrialisation en Afrique et comment industrialiser l'Afrique afin que l'Afrique rejoigne une croissance économique ou inclusive? Il faut qu'on utilise tous les instruments. Un, ça sera les free zones. Un autre instrument, c'est de concentrer dans les zones dans lesquelles il y a déjà une quantité suffisante de petites et moyennes entreprises, peu importe si c'est formel et informel, et les pourvoir des services. Et le troisième, c'est la formation technique. La formation technique pour les jeunes est absolument indispensable. Oh, maintenant, au-delà de ça, les gouvernements ils pourront aussi développer certaines expérimentations dans des secteurs de pointe. Parce que le moment venu, il faudra aussi avoir des secteurs de pointe. Je me réfère par exemple à l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un ensemble de mesures à mettre en place. Donc, bien, on va parler de la BAD, la Banque africaine de développement. Et on peut parler de l'FMI ou bien de votre organisation. Comment les banques de développement peuvent-elles soutenir l'industrialisation en Afrique? Les banques le font déjà. Célestin Monga, qui était l'ancien chief economist de la BAD, a effectivement pas mal écrit aussi sur cette idée des free zones. Donc, il y a des interventions significatives. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je pense qu'il faudra une stratégie continentale et je pense que donc un acteur comme l'Union africaine et son bras opérationnel, le NEPAD, seront des acteurs indispensables. On ne peut pas déléguer exclusivement aux banques un objectif stratégique de telle portée que l'industrialisation. Bien. Donc, quels sont les enjeux actuels du développement en Afrique et quelles sont les recommandations du Centre de développement aux pays africains? Là, je pense qu'actuel, d'abord, c'est de faire face à la crise du Covid. Crise qui est en partie sanitaire, en partie économique et qui vient de plusieurs facteurs. La réduction de la demande globale a affecté la demande des ressources naturelles et le prix des matières premières. Deux, la crise qui s'est opérée dans certains secteurs. Le tourisme, c'est l'exemple assez clair. Et en particulier en Afrique, on le voit au Cap-Vert, au Maurice, mais dans beaucoup d'autres endroits. Donc, troisième, la crise des investissements étrangers. Les investissements étrangers, ça fait 10 ans qu'ils déclinent et aujourd'hui sont à des niveaux extrêmement faibles. Donc, ce n'est pas de là que viendra la réponse définitive. Une partie, oui, mais la réponse définitive, ça sera très difficile qu'il vienne par là. Les transferts de migrants. Les transferts de migrants, ils se sont réduits parce que certains pays ont décidé même de renvoyer les migrants dans leur pays d'origine. Et donc, il n'y a plus de revenus qui arrivent. Et ceux qui sont restés, les migrants qui sont restés dans les pays d'accueil, eh bien, souvent, ils n'ont pas de travail dans ce moment. Donc, tout cela sont des mécanismes externes qui affectent, indépendamment du niveau sanitaire, les pays africains. Sur cela, il faut rajouter, malheureusement, la fuite des capitaux qui se produisent parce qu'il y a des marchés qui sont considérés censés être bien plus développés ou plus sûrs en termes de marchés financiers. Donc, tout cet ensemble crée un problème majeur aujourd'hui. Il faudra le prendre tout de suite. Une fois que ce problème se sera traité, il faudra opérer la transformation productive que l'Union africaine souhaite depuis longtemps et qui est au cœur de l'agenda 2063. Donc, je pense qu'il faut absolument se mettre et à plus long terme penser à des réformes fiscales indispensables si on veut financer le développement. Bien, donc je voudrais qu'on parle un peu de la Chine.
Vous savez, la Chine aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus, comment je vais dire cela, les plus qui investit en Afrique par rapport aux autres pays européens ou bien aux États-Unis. Donc, comment voyez-vous les relations entre l'Afrique et la Chine et surtout au niveau du développement? Comment selon votre analyse, La comment vous Chine voyez ça? devient, oui, la Chine devient le premier partenaire commercial de l'Afrique en 2009. Si on prend tous les pays européens et on les somme, bien sûr, on arrive à des niveaux plus élevés. Mais au niveau des pays, c'est la Chine. Et la Chine, au-delà de ça, c'est aussi un acteur très important en termes d'investissement en Chine et aussi de coopération avec la Chine, avec l'Afrique, pardon. Donc, c'est un acteur incontournable. Moi, je pense que la Chine est une des principaux acteurs, aussi bien que l'Union européenne, aussi bien que la Turquie, aussi bien que les États-Unis. La seule question est que ça serait beaucoup mieux pour tout le monde qu'il y a une coordination entre ces différents acteurs. Et peut-être que c'est l'Union africaine qui pourrait appeler à une table autour de laquelle ces différents acteurs se coordonnent pour intervenir de façon synergique. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin est que, comme je disais au début, si on veut récupérer dans le monde la crise qui a produit la COVID, qui est une des crises plus graves qu'on a dans l'histoire, eh bien, on ne pourra pas le faire sans deux choses. La première est une récupération que ça soit globale, et donc l'Afrique a un rôle très important dans cette récupération, pas seulement pour ses propres objectifs, mais en général pour le globe, l'Afrique est cruciale. Et deux, il faudra un New Deal. Il faudra un New Deal parce que soit on fait un effort extraordinaire en termes d'investissement, d'augmentation des salaires, d'amélioration de qualité des services, ou sinon on restera dans une situation au mieux de stagnation pendant beaucoup, beaucoup d'années. Donc, voilà mes mots de la fin. Merci beaucoup, monsieur, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est mon plaisir.